Bonjour les amis, comment allez-vous ce matin? Bon, ou ce soir, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez la vidéo. Moi je vais très bien, on n'a pas pu se parler la semaine dernière. Je vous avais annoncé que je pêcherais parfois par défaut de temps, ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai, mais il faut trouver du temps pour le dire, surtout quand on respecte son auditoire. Je ne veux pas faire des communications à la va-vite qui vous laisseront sur votre faim et surtout qui ne laisseraient pas une image sérieuse. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de trois sujets. Le premier, on reviendra sur l'affaire Martinez-Zogo. Vous vous souvenez, je vous avais dit au tout début de mes prises de parole publiques, de mes communications, c'était au mois de février, je vous avais dit que je trouvais très curieux qu'on ait mis des gens en examen très rapidement, hein, donc dès le 27 janvier, le corps de Martinez a été découvert le 22, et que dès le 27 janvier 2023, que les gens aient été mis en examen, et que voilà, depuis, ces gens sont toujours en détention provisoire sans qu'on puisse savoir le fin mot de l'histoire. Ça fait quand même plus d'un an pour un crime crapuleux qui a été perpétré dans la ville de Yaoundé, qui est quand même une ville hyper sécurisée. Alors il y avait deux choses, soit d'un côté il y a une profonde incompétence de nos forces de sécurité, ce dont je doute, ou alors une volonté de ne pas faire la lumière sur cette affaire, hypothèse pour laquelle je pencherai beaucoup plus. Donc on va en parler au cours de cette communication. Je vous parlerai aussi de cet aveu ministériel du ministre de la Justice du Cameroun, Laurent Esso. Esso, c'est E2SO, hein, pour nos amis étrangers qui regarderont cette communication ou qui regardent cette communication. Parce que, comme je vous l'ai dit, le but est pas de faire des lanceurs d'alerte ou des influenceurs. Le but, c'est d'avoir consigné sur support digital l'ensemble de méfaits et de faits de notre société camerounaise d'aujourd'hui, avec des gens qui sont sûrs d'une certaine impunité et sûrs qu'on ne pourra rien leur opposer demain, qu'il n'y aura pas de reddition de comptes. Et donc voilà, le but c'est ça, c'est d'avoir un support qui demain aidera à la justice. Parce que toutes ces victimes, tout ce sang qu'on fait couler dans nos pays, eh bien, ils demandent un retour, il y a un retour karmique, et ce retour, nous commencerons, nous, Camerounais, par l'assumer en faisant œuvre de justice. Et donc, plusieurs personnes qui sont aujourd'hui en charge de ces questions de justice au Cameroun, qui ont fait le paillasson, hein, leur paillasson, ils marchent sur la justice, et d'ailleurs c'est devenu une justice mafieuse. Et bien, beaucoup de ces gens-là, dont les noms sont cités, hein, à longueur de journée, dans des chroniques, et certains que j'évoque moi-même ici, et bien, ils seront appelés à faire face à la vraie justice camerounaise au moment où nous réussirons la libération de notre pays des forces satanistes qui le maintiennent en otage depuis bientôt plusieurs décennies. Et on fera le lien entre cette question de Martinez-Zogo et l'histoire d'Émile Parfait-Simb. Vous vous souvenez, lors de ma dernière communication, j'ai parlé de cette clinique située à une soixantaine de kilomètres de Yaoundé, dans un village qui s'appelle Bomabom, qui est le village d'Émile Parfait-Simb. Clinique dans laquelle des enfants étaient tués et où on prélevait leurs organes, des enfants au préalable enlevés. Parce qu'on a entendu ce phénomène d'enfants disparus et qu'on ne retrouvait jamais. Et bien, il s'est trouvé que cette clinique de Bomabom, qui appartient donc à Émile Parfait-Simb, était un lieu qui a servi à extraire des organes dans le corps du corps des enfants qui ont été tués au préalable. Donc voilà les différents sujets qu'on va devoir évoquer dans cette communication d'aujourd'hui. Avant toute chose, on n'oublie pas notre mantra. C'est quoi notre mantra? Eh bien, il fera beau au Cameroun. Hora.
2023, on s'en souvient, le corps de Martinez Zogo est découvert dans la banlieue de Yaoundé. Il avait été enlevé 5 jours auparavant, le 17 janvier, et son corps commence à être décomposé. Nous revoyons encore ces images de pompiers. C'est terrible. Dès le lendemain 23 janvier, moi j'étais à Douala. Je suis profondément choqué et je trouve qu'on ne peut pas rester sans rien dire. Et bien que je sois découragé par l'ensemble de mon entourage, parce qu'il y a une grande psychose qui plane sur le Cameroun, tout le monde dit ah ben non, ces gens ils ont voulu passer un message, ils vont tuer tout le monde qui ose parler. Je leur ai dit, je ne peux pas me taire, je ne peux pas vivre comme quelqu'un qui est mort. Donc on ne peut pas laisser ce niveau de barbarie s'installer dans notre pays. Peu importe ce que ça peut coûter, moi, je vais m'exprimer. Donc, je fais une vidéo d'indignation, une sortie télévisuelle d'indignation le 23 janvier, donc le lendemain du jour où le corps est retrouvé. Bonjour. L'homme que vous voyez sur cet écran s'appelait Martinez Zogo. Il était au Cameroun le chef d'antenne d'une radio urbaine appelée Amplitude Radio. Il s'est produit ces derniers jours quelques événements qui relèvent du tragique. On a appris un matin que ce journaliste avait été enlevé dans une stupeur générale. Et hier, nous avons appris qu'on a retrouvé son corps sans vie, molesté, certainement portant plusieurs sévices. Donc dans cette vidéo, je dénonce ce crime odieux, mais dans l'hommage que je rends à Martinez Zogo, je présentais déjà certains indicateurs. Je pointais un doigt accusateur sur les forces de sécurité camerounaises, parce que j'estimais à l'époque que le mode opératoire était un mode opératoire de personnes sorties d'académie militaire. Est-ce qu'on doit continuer à laisser de tels actes de barbarie se perpétrer, simplement parce que certains sont dépositaires d'une certaine force? Est-ce que les gens que nous envoyons former dans des académies militaires, dans des académies pour apprendre le maniement des armes, apprendre le maniement de la violence contrôlée parce que l'État a le monopole de la violence légitime. Est-ce que ces gens doivent se transformer en barbouzes contre leurs concitoyens? Je pense qu'il faut qu'on réponde très très rapidement à ces questions. Je pointais déjà un doigt accusateur vers les forces de sécurité de notre pays. Alors pourquoi j'ai pensé d'entrée de jeu que c'était une opération menée par des forces de sécurité? Eh bien parce que je suis formé à reconnaître le mode opératoire de personnes passées par des académies militaires. Alors, la vidéo, elle est diffusée le 23 janvier, dans la journée, et le soir, je reçois à la fois un coup de fil et un audio sur WhatsApp d'Émile Parfait-Sim. En clair, il désapprouve ma démarche. Vraiment, moi, l'affaire là, bon, il était allé très loin et il s'était attaqué à quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Je me rappelle quand il était dans le bien, mais il n'y a pas de peu. Mais bon, il est biba. Tu conviens avec moi qu'à bien dire là-haut. Je l'avais attaqué, on y avait toqué, il s'oublie. Et nous, on y a quoi? Il soit bien. En keha, en koune keha. En te gombi vie les mourou dans ma lame gabete. En tout cas, une personne ordinaire qui vit là. Et donc, il va y sur la scène. Alors qu'il va y aller. Il faut justement les sacrifier. Ou alors, ceux qui l'en voulaient. Parce que là, il y a quelques cas pour dire, là, ligne 94, ligne ceci, ligne cela. Il voilà dans les béton ce que ça veut dire. Mais même si on savait ce que ça veut dire, est-ce que dénoncer ça veut dire qu'après avoir dénoncé,
faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir, et tout et tout. Mais moi, je n'ai jamais été compatissant. Parce que liberté d'expression ne veut pas dire libertinage d'expression. Sincèrement. Alors, ce même 23 janvier, ou je crois le lendemain, il y a un type qui s'appelait, parce qu'il est décédé, le père Jean-Jacques Olabébé, qui était reçu dans une émission à Yaoundé, et il faisait ces déclarations assez curieuses, mais en tout cas, qui, vous le verrez par la suite, ramène un peu aux propos tenus par Émile Parfait-Simbe. Parce que Émile Parfait-Simbe est convaincu dans son audio que le crime a été commandé depuis le palais, commandité depuis le palais de la République. Et quand on lit entre les lignes ce que dit le père Jean-Jacques Olabébé dans son intervention, on voit bien un lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que lui aussi montrait du doigt, si ce n'est pas les Amougou Belinga, comme il avait tendance à le dire ce jour, si ce n'est pas Eko, puisqu'il l'a dit, que Martinez se retournerait dans sa tombe, de voir que les vrais commanditaires de son meurtre ne sont pas ceux qui sont aux arrêts, mais qu'on fait payer plutôt des innocents. Alors, s'il en était arrivé là, eh bien, avec ce que nous révélera plus tard les éléments d'enquête, pointant clairement un doigt accusateur vers le palais de la République, le palais de la présidence du Cameroun, on comprend qu'il y a une similitude entre ce que dit Simbe, qui dit que ça vient du palais, et ce que disait à l'époque le père Jean-Jacques Olabébé, qui a été retrouvé mort 2 ou 3 jours après avoir fait cette sortie. Tout le monde, comme tout le monde dit souvent que il a envie de voir ses enfants grandir et que il n'a pas envie de monter dans la Prado noire surtout. Moi-même aussi. Vous avez peur, père Jean-Jacques? Attendez. Donc, j'ai envie de monter dans la Prado noire. Monsieur Paul Désébia. Donc, c'est moi qui demande la Prado noire. D'abord, même pour que je vive, je tire déjà pas la queue au quotidien. Hein? Donc, si maintenant il faut encore que non, pardon, excusez ma vie. J'ai fait ma part d'investigation, j'ai peut-être ma petite idée, mais il ne revient pas à moi. D'abord, je ne suis pas payé pour ça. Que les gens qui sont d'ailleurs le chef d'État inscrit, la gendarmerie, la police pour mener ces enquêtes-là, ils sont d'ailleurs payés chèrement pour ça, qu'ils fassent leur travail et qu'ils nous disent qui a posé là. Mais moi, je vous ai dit, on nous a induit en erreur. Donc, laissez M. Jean-Pierre Amougou Belinga loin dans cette histoire de Martinez. Et même Martinez ne peut pas accepter que on pose son deuil, son assassinat sur quelqu'un qui n'a pas posé l'acte. Martinez lui-même voudrait qu'il y ait la vraie justice. Et ça pose un autre problème. Moi, je dis encore, et vous allez me lire encore les lignes, sans dire des choses, je vais dire des choses. Oui. Ça pose un autre problème. Il faut savoir, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, les journalistes, les gens qui pensent qu'ils sont dans des camps ou dans d'autres, ne croyons pas que être dans un camp nous garantit la survie. Parce que là où nous sommes là, c'est une affaire de... C'est plus gâté, hein. C'est-à-dire que même ton propre camp, que tu sais, peut soit te négliger, comme... Enfin, je veux pas... Soit te négliger et on t'ôte la vie, comme on a ôté la vie à Martinez, soit alors ton propre camp qui t'utilise peut se rendre compte que tu as déjà fait le boulot et maintenant, bon... Ils n'ont plus rien à gagner, surtout que tu peux être un témoin gênant qui a peut-être des informations déjà très compromettantes et que si demain ou après-demain tu es peut-être interpellé, il peut arriver que tu dises que comme j'ai dit ceci, cela là, c'est tel qui m'a donné le tel document, voilà et voilà. Donc tout ça, ça veut dire que nous sommes donc dans une situation où il n'y a plus de certitude, tout est comme ça, sens dessus, sens dessous, du coup, attention. Donc, moi, j'interpelle les uns les autres. Sortez des réseaux. Sortez des réseaux, vous les journalistes, machin. Sortez des réseaux. Sortez des clans et des clans. Sortez de là. Mieux, encore moi, personne ne peut dire que Père Jean-Jacques Olabébé, que je suis, il m'a donné 10 francs pour faire ci. D'abord, je ne mange pas de ce pain-là. Pas du tout. Donc, du coup, je parle de manière libre. Alors, et quand je parle, celui même qui... Alors, dès le 27 janvier, donc 5 jours après
la découverte du corps de Martinez Zogo, il y a quelqu'un qui est arrêté. Cette personne s'appelle Justin Danoué. Il est lieutenant-colonel en service à la DGRE, dans laquelle il occupait jusque-là le poste de directeur des opérations, donc l'un des postes les plus importants. La DGRE, encore une fois pour nos amis qui nous regardent, qui ne sont pas du Cameroun, c'est les services secrets camerounais. Donc ce type-là est arrêté. Je vais vous faire le film de son arrestation. Maxime Eko, le patron des services secrets camerounais, reçoit un coup de fil de Landry Galaxietoga, qui est patron, lui, de la gendarmerie du Cameroun, secrétaire d'État à la Défense, mais en réalité, c'est lui le patron des gendarmes, des Pandores camerounais. Et ce dernier, donc le patron de la gendarmerie, appelle le patron des services secrets camerounais pour lui demander de mettre à sa disposition un de ses hommes. Cet homme en question, c'est le lieutenant-colonel Justin Danoué, qui était jusque-là directeur des opérations des services secrets camerounais. Donc, Eko Maxime, le patron des services secrets camerounais, collabore. Il ne fait pas de problème. Il fait tout de suite mettre aux arrêts le lieutenant-colonel Justin Danoué. Par qui? Eh bien, par un commissaire qui s'appelle James Elon Lobé, qui était d'ailleurs pressenti dans ces périodes-là pour prendre la succession du lieutenant-colonel Danoué à la direction des opérations. Donc ce dernier fait venir le lieutenant-colonel Justin Danoué dans son bureau, à la demande donc du patron, de leur patron, le patron des services secrets camerounais. Et sauf que ce n'est pas la seule personne qui est demandée, qui est revendiquée par le CED. Il y a d'autres éléments aussi qui sont des éléments des services secrets camerounais qui font partie de la liste de gens que le CED, donc Landry Galaxietoga, souhaite que le patron des services secrets mette à sa disposition. Sauf que de toute la liste, le seul qui est présent dans le service ce jour, c'est le lieutenant-colonel Justin Danoué. Donc il sera appelé dans le bureau du directeur des opérations d'alors, donc le commissaire James Elon Lobé, et ce dernier l'amènera, donc l'escortera jusqu'au secrétariat d'État à la Défense, donc chez le patron de la gendarmerie, où il sera tout de suite mis aux arrêts. Donc nous sommes le 27 janvier. Alors, première question. Donc le 27 janvier, 5 jours après qu'on ait découvert le corps de Martinez, il n'y avait pas encore de commission d'enquête mixte gendarmerie-police, mais le secrétaire d'État à la Défense, donc le Landry Galaxietoga, il y avait déjà une liste de suspects. De qui tenait-il cette liste? D'où vient la liste qu'il communique au patron des services secrets, qui justifiera l'arrestation du numéro 2 de ces services? D'où tient la certitude, le patron de la gendarmerie, d'une culpabilité ou alors d'une suspicion sur la personne du lieutenant-colonel Danoué? Et la liste des gens qu'il communique, d'où la tient-il, cette liste-là? Sachant qu'à ce moment-là, le président de la République n'avait pas encore instauré ou institué une commission d'enquête mixte gendarmerie-police. Jusque-là, officiellement, ce que c'est le patron des services secrets, c'est que des éléments à lui seraient mêlés à une histoire de trafic d'armes et de drogue. On ne lui a pas dit qu'ils sont arrêtés pour une affaire Martinez. Voilà, donc on est le 27 janvier. Alors, chose curieuse, donc c'est à partir de là, donc on part d'une arrestation qu'on peut qualifier d'arbitraire, parce que je veux qu'on se pose des bonnes questions. 5 jours après qu'on ait découvert le corps de Martinez, le président Biya n'avait pas encore mis en place de commission d'enquête mixte gendarmerie-police. Mais le secrétaire d'État à la Défense, Landry Galaxietoga, lui avait déjà une liste de suspects. D'où tenait-il cette liste? Qui lui a donné cette liste-là? Donc, Danoué est arrêté, et c'est à partir de Danoué que tout le reste des arrestations se feront. C'est à partir de cette arrestation de Danoué que Belinga Amoubou sera incriminé, que le patron même des services Eko sera incriminé. Donc c'est lui qui portera
en quelque sorte l'acte d'accusation pour parler des complicités dont il a pu bénéficier dans ce qu'on lui reproche en réalité, mais qui n'avait pas été dit au patron des services secrets. Et ce dernier, voyant donc toutes ces arrestations autour de lui, un jour envoie comme pour rire au patron de la gendarmerie une image qu'il a dû recevoir sur les réseaux sociaux, humoristique, hein, je crois que c'est un monsieur qui est chez lui et qui a rendez-vous et qui dit « Ah, il va forcément rater son rendez-vous parce que depuis il essaie de sortir, mais il y a la Prado noire qui est garée devant lui et il y avait une psychose à l'époque qui planait au Cameroun, c'est l'histoire de la Prado noire. » Donc, lui, il reçoit cette image, il partage cette image au secrétaire d'État à la Défense, donc au patron de la gendarmerie, et ce dernier lui répond très sérieux, je ne comprends pas, il s'agit de quoi? Et donc le patron des services entre dans une colère, il dit « Ouais, comment ça, il s'agit de quoi? Vous faites arrêter les gens autour de moi, vous pensez que je suis bête, que je ne comprends pas que c'est moi que ça vise, vous ne pouvez pas continuer à arrêter mes collaborateurs de cette manière sans que moi je sois quelque part menacé. » Et donc, fin de la discussion entre eux, un peu sur cette petite tension, et c'est ce même jour que sera arrêté le patron des services secrets camerounais, Maxime Eko. Je vous fais aussi le film de son arrestation. Il est appelé par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, le ministre de la Défense camerounaise. Donc, le ministre lui demande de passer le voir à son bureau, au quartier général. Il arrive là-bas et le ministre lui dit « Bon voilà, je t'appelle parce que le président a demandé que tu te rendes disponible, tu as tes gars qui sont interpellés depuis, qui sont au CED, il y a une affaire le CED, c'est le siège de la gendarmerie nationale, et donc il y a une affaire de trafic d'armes et de drogue là-bas, il faut vraiment que tu ailles les aider, c'est à la demande du patron lui-même. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Il quitte le ministre de la Défense, en qui il a une totale confiance, et il va de ce pas à la gendarmerie, donc rencontrer le patron des gendarmes. Sauf que quand il arrive, on le fait asseoir dans une salle, il ne rencontrera jamais l'André Galaxé Toga, donc le patron des gendarmes. Il y a plutôt deux colonels qui se présentent devant lui, notamment le colonel Otoulou, et il est mis aux arrêts. Il est arrivé là-bas il n'avait pas d'arme sur lui ce jour. Je pense que s'il avait eu une arme, il aurait très vite compris qu'il est tombé dans un guet-apens. Donc, le patron des services secrets camerounais, Maxime Eko, est cueilli de cette manière. Convoqué par le ministre de la Défense, qui lui dit que le président de la République a demandé qu'il se mette à la disposition du CED pour l'aider à élucider une affaire où ces éléments à lui des services secrets sont incriminés, sauf qu'on ne lui parle pas d'une affaire d'assassinat de Martinez, on lui parle plutôt d'une affaire d'armes, de trafic d'armes et de drogue dans lesquelles seraient mêlés des éléments à lui. Et donc, lui, de bonne foi, il se présente chez son collègue, donc le patron de la gendarmerie, pour entamer avec lui une collaboration, comme celle qu'il avait déjà commencé quelques jours auparavant. Il arrive, on lui dit non, attendez dans une salle d'attente, et puis il y a les colonels de la gendarmerie qui arrivent, et il est mis aux arrêts. Donc voilà comment a été arrêté le patron des services secrets camerounais, Maxime Eko. Il se retrouve donc avec Amougou Belinga, tous les deux, accusés, Amougou Belinga d'être la personne qui a commandité l'assassinat de Martinez, ou au moins l'enlèvement de Martinez, et lui, Eko, comme ayant fait partie du plan. Donc les deux sont accusés par Justin Danoué. Donc c'est les accusations unilatérales de Justin Danoué qui fondent l'acte d'interpellation de ces deux personnalités. Extrait de l'interrogatoire du lieutenant-colonel Justin Danoué, ex-directeur des opérations des services secrets camerounais, soupçonné d'être le leader du commando ayant assassiné Martinez Zogo. Question des enquêteurs. Quelle est cette autre personne qui vous a contacté pour parler de Martinez Zogo? Réponse du lieutenant Justin Danoué. C'est monsieur Amougou Belinga. Question des enquêteurs. Dites-nous-en les circonstances, s'il vous plaît.
Réponse du lieutenant Justin Danwe. Il m'a invité à le rencontrer à son domicile d'un van le 29 décembre 2022 entre 19h et 20h. Y étant, il m'a dit qu'il y a ce journaliste Martinez Zogo qui parle mal de lui et se demandait si on ne pouvait pas l'intimider. Il ne m'a pas demandé d'intimider Martinez Zogo, car il n'a pas qualité pour le faire. Ensuite, nous avons échangé sur d'autres sujets. Je lui ai à l'occasion rappelé le problème de mon dossier de demande d'avance de solde pour laquelle j'avais sollicité son intervention auprès du ministre des Finances. En interrogeant les téléphones de ces personnalités, on découvre que Justin Danwe connaissait Amougou Belinga. Donc on lui demande comment il le connaît et il dit qu'il s'était rendu à son domicile, au domicile de Amougou Belinga, pour lui demander une faveur, l'avancement de son dossier, d'une avance de solde, un dossier d'avance de solde au ministère des Finances, et que c'est Belinga qui devait intervenir pour ça, et que Belinga, pendant leur conversation, se serait ouvert à lui et lui a dit qu'il y avait un journaliste, Martinez Zogo, qui s'en prenait à lui de manière très dure dans les réseaux sociaux et qu'à l'occasion, il aimerait bien lui faire subir une petite correction, hein, juste pour qu'il se calme. Mais, donc c'est sur la base de cette déclaration de Justin Danwe que Amougou Belinga est arrêté comme commanditaire, en tout cas de l'enlèvement de Martinez Zogo. C'est sur la base de cette seule déclaration. Sauf que, par la suite, le même Justin Danwe se rétracte. Quand il faut faire une confrontation, on lui demande s'il connaît Amougou Belinga, il dit qu'il ne le connaît pas. Amougou Belinga, lui, par contre, dans son naturel, il a dit, mais bien sûr, je le connais, hein, c'est un ami, il vient souvent chez moi et tout. Tu dis que tu ne me connais pas, mais qu'est-ce qui ne va même pas dans ce pays, hein? Tu dis que tu ne me connais pas comment, tu ne viens pas souvent chez moi et tout. Or, en réalité, la rétractation de Justin Danwe, c'est une façon de vouloir protéger Belinga, et il le dira plus tard. Je ne voulais pas le mêler à nos choses. Ça veut dire quoi? Je ne voulais pas le mêler à nos choses. Ben, ça veut dire que, en réalité, on a quelqu'un qui connaît effectivement ce qui s'est passé dans le meurtre de Martinez Zogo, mais qui connaît aussi les vrais commanditaires et que ce n'est pas le vrai commanditaire. Au moment où il dit « je ne voulais pas le mêler à nos choses ». Je crois qu'il est pris par un remords, quelque chose dans le genre. En tout cas, par l'œuvre d'interrogation des téléphones de toutes ces personnalités, on n'a rien trouvé de probant qui incrimine que ce soit Eko, que ce soit Maxime, que ce soit Belinga Amougou. On n'a rien trouvé qui incrimine les deux personnes. En revanche, il se trouve que le jour de son enlèvement, Martinez Zogo a rendez-vous avec plusieurs personnes. La dernière personne qu'il appelle, c'est Martin Savom. Il était 19h41, donc quelques minutes avant d'être enlevé. On ne saura jamais ce qui s'est dit, mais autre chose qui doit attirer votre attention, c'est que le 30 janvier, 3 jours après que Danwe soit arrêté, donc soit aux arrêts au CED, il est en cellule, ce dernier appelle un de ses subalternes dans les services secrets, il appelle au téléphone. Et au téléphone, il lui demande quel est le pouls de la maison par rapport à l'affaire et est-ce qu'il peut lui récupérer notamment un téléphone portable qui est dans l'une des voitures, les voitures de service qui est égarée quelque part. Et donc ce lieutenant-là, il ne se coopérera pas, il lui dira non, les clés de cette voiture sont déjà récupérées, même votre bureau est scellé, donc je ne peux récupérer aucun document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour où, à l'heure où je vous parle, il y a un téléphone du lieutenant-colonel Danwe, qui est le cerveau de cet assassinat de Martinez Zogo, qui n'a pas été expertisé et qui peut-être détient la vérité des commanditaires. C'est qui le commanditaire? Donc, à la fin de cet appel, ce lieutenant-là fait un compte rendu au patron des services. Donc le 30 janvier, je vous parle bien du 30 janvier, il lui fait un rapport dans lequel il lui dit qu'il a reçu cet appel et cette demande du lieutenant-colonel. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui nous renseigne sur un fait qui est grave. Comment a-t-on laissé en sa possession le lieutenant-colonel Danwe aux arrêts au CED avec son téléphone? Comment un type qui est gardé
a vu au CED dans le cadre d'une affaire aussi grave? Comment continuait-il à passer des coups de fil à partir de son téléphone en cellule? Direction générale de la recherche extérieure. Yaoundé, le 30 janvier 2023. Note. Objet. Compte rendu d'un appel reçu du lieutenant-colonel Danoué Justin. J'ai l'honneur, très respectueusement, de vous rendre compte que j'ai reçu aux environs de 17h12 ce lundi 30 janvier 2023 un appel du lieutenant-colonel Danoué Justin, précédemment directeur des opérations. Ce dernier disait qu'il était au service central des recherches judiciaires au CED. Durant la causerie, il a cherché à connaître l'atmosphère dans le service et demandé s'il pouvait rentrer en possession de certains de ses effets personnels. S'agissant du pool du service, il a voulu savoir les commentaires que les gens font de la situation actuelle. Je lui ai répondu que je ne savais rien de ce qui se passe et que, comme tout le monde, je cherche à comprendre. Je lui ai aussi dit qu'un nouveau directeur des opérations à la personne du CPP Beltran a été installé. Pour ces effets, il a demandé que je prenne la clé du véhicule au poste 142 et que je récupère dans le véhicule son trousseau de clés et un téléphone dans un des coffres. Il y a une volonté de quand même bichonner ce prisonnier qui est suspecté d'avoir commis quand même l'assassinat crapuleux, le crime crapuleux d'un citoyen. Comment se fait-il que le 30, donc 3 jours après son arrestation, le 27 janvier, qu'il détienne toujours un téléphone portable en cellule avec lequel il passe des appels? C'est très étrange. Très étrange ce traitement de faveur que la gendarmerie lui accorde et qui jette la suspicion finalement sur tout le reste de l'affaire. Donc, je vous la fais court. Par la suite, il y a une commission d'enquête mixte qui est nommée. Cette commission vient et commence à travailler et elle se rend compte que les membres du commando ont tous eu les données, l'accès à leurs données téléphoniques restreints à une certaine heure. Alors comment tous ces membres du commando ont les données, l'accès à leurs données téléphoniques restreints, c'est-à-dire les obligeant à ne pas communiquer par WhatsApp, mais à passer des coups de fil normaux qui peuvent être donc interceptés et être écoutés. Comment se fait-il que tous les membres du commando, à cette heure, n'avaient pas de WhatsApp, n'avaient pas de Telegram, bref, une possibilité de communiquer via les données? Donc cette question est posée. Et puis, il s'avère que il y a quelqu'un, même des rangs de la gendarmerie, qui propose non, il faut faire interpeller les patrons des 2 principales sociétés de téléphonie mobile, parce qu'eux seuls peuvent dire qui leur a donné les instructions pour couper les données dans les téléphones du commando, à l'heure où l'opération était menée. Et bizarrement, il y a une opposition farouche de la hiérarchie, donc de la gendarmerie, qui dit non, 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 on n'arrêtera aucun patron, ça suffit comme ça, on arrête à ce niveau. C'est à partir de ce jour que la police s'est retirée de cette commission d'enquête, s'étant rendu compte qu'il y a une volonté manifeste de faire obstruction à l'enquête, au déroulement de l'enquête, à son bon déroulement. Parce que comment a-t-on un élément aussi sensible et un élément comme ça qui ne peut être élucidé qu'en cuisinant les patrons des 2 sociétés de téléphonie mobile, mais battu en brèche par l'une des parties prenant part à l'enquête, qui dit non, 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 on n'arrête pas ces gens-là, on les laisse, et tout et tout. Alors qu'en arrêtant les patrons de ces sociétés de téléphonie mobile, on aurait tout de suite su qui leur a donné ces instructions-là. Et cette personne qui a donné l'instruction, ça ne peut pas être moi, Morgan Palmer, ce n'est pas le menu Fretin, c'est quelqu'un forcément de haut placé. Et en remontant à cette personne de haut placé, on aurait su c'était qui le commanditaire, cet assassinat. Donc, depuis ce jour d'ailleurs, je crois que l'un des membres de cette commission d'enquête, le colonel Aïssi, le lieutenant-colonel Aïssi, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il est devenu ce monsieur, et tout, qui insistait le plus pour que cette affaire, qu'on interpelle ces patrons de sociétés de téléphonie mobile, a été tout de suite viré de l'enquête, hein, parce que voilà, il est là en opposition avec la hiérarchie qui disait non, 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 on n'interpelle personne, il a été viré de l'enquête, et bizarrement,
j'ai constaté dernièrement qu'on l'a affecté. Il était patron, je crois, de la Légion de gendarmerie du centre, et il a été affecté en dehors de Yaoundé, je crois, dans la région du Sud, quelque part dans la région du Sud, à l'heure où nous parlons. Donc, un type comme lui qui dit un propos de bon sens, qui est, bon, voilà, celui qui peut nous aider à faire avancer le fil. Nous avons un fil qu'on tire, et ce fil-là nous mène aux sociétés de téléphonie. Si on les interroge, on saura qui leur a donné l'ordre, et si on sait qui leur a donné l'ordre, on sait qui est le commanditaire de l'assassinat. Mais cette personne a été dégagée de l'enquête, et on n'a jamais arrêté, interpellé même les patrons des sociétés de téléphonie mobile pour qu'elles disent de qui était cet ordre de couper les données sur les téléphones des membres du commando. Pourtant, l'enquête était close à ce niveau. Il n'y avait plus rien à faire. Et donc, pendant un an, sans la collaboration de ces sociétés de téléphonie, bon, l'affaire a mariné, et puis récemment, on nous sort du chapeau Martin Savom. Comment Martin Savom sort du chapeau? Eh bien, tout simplement, après que ce soit passé autre chose. Le juge Sikati, qui reprend l'enquête à un moment donné, pense qu'il y a des zones d'ombre, parce qu'en réalité, l'enquête tourne en rond. Elle tourne en rond à partir du moment où on n'a pas pu mettre la main sur les gens des sociétés de téléphonie mobile, donc on ne sait pas davantage qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc, ce dernier, par l'expertise des téléphones qui avaient été cachés, les téléphones de Martinez Zogo, c'est quand même assez étonnant cette affaire. C'est-à-dire que durant tout ce temps, ces téléphones étaient placés sous scellé quelque part, personne n'a eu l'idée d'interroger ces téléphones, de savoir avec qui Martinez a fait quoi, qui est-ce qu'il a vu. Et c'est sous l'instigation du Judicati que ces téléphones ont été expertisés et on s'est rendu compte du rôle joué par Savom. Donc Martin Savom est appelé ce jour à 19h41 par Martinez Zogo, qui est en contact régulier avec ce Martin Savom, avec le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Gongo. Je ne sais pas si, à l'heure qu'il est, son nom est apparu déjà dans cette affaire, mais ils sont en contact régulier, et dans les conversations, il est quelqu'un qui le renseigne, donc c'est quelqu'un qui en sait beaucoup. Donc ces deux téléphones, les fameux téléphones de Martinez Zogo permettent de révéler cette réalité. Une vraie proximité entre Martin Savom et Martinez et le secrétaire général de la présidence, qui, en même temps qu'il entretient cette relation avec Martinez, entretient aussi une relation très étroite avec Martin Savom. D'où la décision du juge de convoquer Savom. Mais le premier jour où il est convoqué Savom, on ne lui dira pas grand-chose. Hein. On le baladera sur des questions générales, sans jamais lui parler de ce pourquoi il est mis en examen. Sauf que il est déjà placé sur écoute en ce moment. Donc, au sortir de son audition, ce jour-là, devant le juge Sikati, eh bien, évidemment, il fait l'erreur qu'on attendait, enfin, qu'ils attendaient tous. Ceux qui ont monté ce stratagème, c'est qu'il appelle à gauche et à droite, il se repent, et donc, il livre sans s'en rendre compte lui-même le propre réseau de commanditaires, parce qu'il passera un appel et au ministre de la Défense, Joseph Betty Assomor, pour lui rendre compte de son arrestation, enfin, de son interpellation dans l'audition, et il passera un coup de fil aussi au secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, lequel lui conseillera d'écrire un courrier à la première dame, au président de la République, pardon, pour se plaindre de cette situation et tout. Donc, en un an, le nom de Martin Savom n'a paru nulle part. Et par contre, aujourd'hui, avec tous les éléments qu'il y a, tous les éléments ramènent ce crime à sa personne. Pourquoi a-t-on caché pendant un an? Pourquoi, pendant un an, ce type n'a apparu nulle part? On a comme l'impression qu'il y a une volonté d'orienter les gens vers d'autres pistes. Entre-temps, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une version officielle qui avait été tissée et pour laquelle on a arrosé une pléthore de personnalités médiatiques, de réseaux sociaux et tout, pour qu'elle soit ventilée, sans qu'en réalité, elle ne repose sur des choses probantes. Donc je me dis que ce juge-là, fort des nouveaux éléments, je me dis, hein, ça c'est ma propre analyse à moi, fort de ces nouveaux éléments, donc qui incrimine Martin Savom, qui rattache Martin Savom au secrétaire général de la présidence Ferdinand Gongo et au ministre de la Défense, fort de ces éléments, et fort du fait que Danoué
s'est rétracté. Il a dit qu'il ne connaissait pas, en tout cas qu'il n'avait jamais été missionné ou mandaté par Bellingham Mougou, fort du fait que les téléphones de Bellingham Mougou et de Maxime Ekeko, le patron des services secrets, ont été tous expertisés et aucune de leurs conversations ne renvoyait à l'histoire de ce crime. Pendant que les conversations de Savom et de Martinez renvoyaient en tout cas au moins à un fort soupçon de culpabilité. Donc je pense que c'est peut-être sur cette base qu'il a décidé de faire libérer les deux personnalités, enfin de les faire relaxer en attendant que l'affaire ne continue. Je pense, hein, ça c'est ma propre analyse à moi. Mais toujours est-il qu'à l'heure qu'il est, nous savons de manière certaine que doivent être appelés à comparaître dans cette affaire. Et je le dis, pas guidé par une rancune, une revanche quelconque. Je le dis parce qu'il y a plus d'un mois aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a plus d'un an à rebours, je vais vous faire partager cette note que j'ai écrite à l'époque sur Facebook, où je disais, mais c'est suspect. Si on a pu arrêter les gens très rapidement, comme ça, c'est étonnant qu'on mette du temps pour réellement confirmer leur culpabilité. Alors si on ne peut pas confirmer qu'ils sont les coupables, ben, pourquoi ne pas les libérer? Je l'ai dit il y a plus d'un an. Pourquoi ne pas les libérer et focaliser pourquoi garder en détention des gens si on n'a rien contre eux? Parce que vu la vitesse avec laquelle ils ont été arrêtés, bon, on s'attendra à ce que ce soit plié au bout de quelques jours. Mais s'il reste autant de temps, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas grand-chose contre eux. Et s'il n'y a pas grand-chose contre eux, il doit y avoir grand-chose contre d'autres personnes. Et donc, il faut orienter l'énergie vers ces autres personnes. Publication de Morgan Palmer, le 12 février 2023. Affaire Martinez-Zogo. Les enquêteurs se pressent lentement. Quand il n'a fallu que de peu de temps pour interpeller les suspects, mais que l'étayage de leur culpabilité incontestable semble s'éterniser, alors la présomption de leur innocence doit se fortifier et prendre le pas sur les autres hypothèses de départ. Et dans ce cas, la privation de liberté d'un citoyen, même provisoire, peut sembler abusive. Le meurtre de Martinez-Zogo est une grande injustice qui ne doit pas être solutionnée par une autre injustice. Arrêtons d'alourdir notre karma de peuple. Les forces de l'ordre camerounaises, pour celles qui sont intègres, sont redoutables d'efficacité avec leur réseau d'informateurs. Élucider un assassinat perpétré en plein Yaoundé ne saurait leur prendre une semaine ouvrable. Sauf si volonté manifeste existait de taire une vérité dérangeante, susceptible d'embraser le pays. S'il n'est pas avéré que les premiers suspects soient les auteurs, alors que d'autres pistes soient explorées de manière diligente, il sera difficile de faire oublier ce meurtre en jouant sur la montre. Il y a deux choses. Quand il est question d'interroger les patrons des sociétés de téléphonie mobile qui ont reçu certainement des instructions de quelque part pour que les données des membres du commando soient restreintes, eh bien, on a viré le lieutenant-colonel Aïssi, qui était le plus remuant, hein, qui insistait pour que ça se fasse, il a été viré, donc on a coupé cette piste de ces patrons, ils n'ont jamais été interrogés. Maintenant, quand on est remonté à la piste de Savom par les expertises qui ont été faites, eh bien, il y a un juge qui a été viré. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on atteint un échelon, il y a quelqu'un qui est sacrifié. Donc, une volonté manifeste de cacher une vérité. Volonté manifeste de cacher une vérité. Si vous suivez un peu la logique telle que je suis en train de la décrire. Mais entre-temps, on a une version qui prospère dans les réseaux sociaux, dans une certaine presse, forcément achetée. Nous savons ce qui se passe. Hein. Un jour, c'est juste parce que je trouve que, allez, c'est des piques assiettes, ils mangent comme ils peuvent. Donc, nous, on n'a pas forcément un intérêt. Moi, j'aurais pas d'intérêt particulier à venir vous le dire. Mais tous ces gens que vous entendez parler, ils sont tous affiliés à un camp ou à l'autre. On leur donne un peu d'argent ici pour salir l'autre, un peu d'argent pour reprendre des versions. Donc, vraiment, il faut faire très attention, il faut se méfier. Il faut rester très factuel dans ce que nous observons. Ce qui m'amène à dire quoi d'autre? Il faut savoir que de tout temps,
le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, il ne le cache pas, hein, de tout temps, il a voulu mettre la main sur les services secrets camerounais. Donc c'est un ennemi déclaré, juré de Maxime Eko, que je ne connais pas. Hein, tous ces gens dont je vous parle, que ce soit Belinga Amougou, que ce soit Maxime Eko, je ne les connais pas, je n'ai aucune relation avec eux, et ce n'est pas forcément des gens qui ont de la sympathie pour moi, parce qu'Eko, c'est qui? C'est quand même le mec, patron de la DGRE, sous lequel on a assassiné un Camerounais, le capitaine Guérandi. Donc je ne peux pas avoir de la sympathie pour les gens qui mènent des opérations comme ça. Mais le Cameroun que nous voulons construire doit être un Cameroun de vérité, un Cameroun de justice. Ce n'est pas parce que je n'aime pas quelqu'un ou je désapprouve les actes de quelqu'un que je vais le laisser accuser injustement si j'ai des preuves ou si j'ai des éléments qui montrent qu'il n'est pas la victime. Ce n'est pas ce Cameroun qu'on veut construire. On veut construire un Cameroun d'objectivité, où même si quelque chose doit toucher à mon intégrité personnelle, à moi, à partir du moment où cette chose est juste, eh ben, elle n'a qu'à toucher à mon intégrité. Donc, revenons sur ce dont je vous parlais précédemment. Ferdinand Ngongo, depuis toujours, est opposé à l'idée que Maxime Eko soit le patron des services. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas sous sa botte. Et compte tenu du projet de prise du pouvoir, hein, de prise du pouvoir qu'ils ont ourdi depuis de nombreuses années, la DGRE, donc le service secret camerounais, c'était une espèce de caillou dans leur chaussette. On sait comment le vieux fonctionne, hein, quand vous faites des notes qui montent chez lui, il fait toujours couper en opposant les différents services. Et toutes les façons de la DGRE ne venaient jamais des rapports favorables quand il y a un bidonnage ou quand il y a une tentative d'enfumage du côté du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Donc, depuis toujours, Ferdinand Ngongo, il veut mettre la main sur les services secrets camerounais. Donc, alors, je vous explique ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand est viré Eko Maxime, donc patron des services secrets camerounais, eh bien, quelle est l'équipe qui prend la suite? Il y a M. Gomo, que je ne connais pas, donc je ne ferai aucun commentaire sur lui. Parlez pas des gens si vous n'avez pas d'éléments. Mais il y a quelque chose d'assez curieux. Le numéro 2, la personne qui est nommée numéro 2 de ces services, s'appelle Elundou Mesma. C'est qui Elundou Mesma? Elundou Mesma, c'est un membre honorable de la Pieuvre. Donc la Pieuvre qui est dirigée par Ferdinand Ngongo. Donc quand on analyse Eko, patron des services, empêche de tourner en rond la machine de prise du pouvoir que Ferdinand Ngongo a mis en place, ce dernier veut absolument sa tête, en tout cas avoir quelqu'un dans la maison des GRE, et donc il réussit son coup, c'est le coup de l'incriminer dans une affaire qu'il ne connaît pas, parce que c'est ce que montrent les faits aujourd'hui. Les faits aujourd'hui montrent que, en tout cas dans l'histoire de Martinez-Zogo, Eko n'a en rien mêlé à cette histoire. Ni lui, ni peut-être Belinga, bien que Amougou Belinga ait émis la volonté que Martinez-Zogo reçoive une correction. Mais je ne pense pas que ni Eko ni Amougou Belinga, que ces deux soient liés à la mort de Martinez-Zogo. Mais, par contre, en revanche, aujourd'hui, on constate que Ferdinand Ngongo, n'aimant pas Maxime Eko, patron des services secrets, depuis de longue date, hein, il a toujours voulu le faire virer par tous les moyens, ça n'a juste pas marché. Donc il y a matière aujourd'hui à penser que c'est un coup qui a pu être monté pour débarquer cet empêcheur de tourner en rond de ce service sensible et d'y installer des gens qui lui soient affidés. Et la preuve, c'est que, quand même, qui est-ce qu'on met numéro 2 de ce service secret? Eh bien, c'est le colonel Elundou Mesma, qui est un flic ripou. Je vous ai parlé de sa connexion avec les Simb, hein, ce type-là qui soutient ce criminel, ce type qui a gardé des contacts, hein, il est au téléphone régulièrement avec Simb, d'ailleurs c'est lui qui fait les basses besognes pour lui, quand Simb a un compte à régler avec quelqu'un, c'est Elundou qui l'appelle, Elundou instruit Bialo, il émet des mandats de recherche, on arrête les personnes. Donc c'est ce type-là, le colonel Elundou Mesma, qui a été nommé numéro 2 des services secrets. Donc en réalité, nous avons Ngongo en plein dans les services secrets comme on a aujourd'hui. Et parlons de ces services secrets. Je veux vous faire écouter quelque chose. Là, ça nous ramène à l'affaire de Simb. C'est un audio que Simb a reçu d'un de ses amis
qui parle de cette DGAE. Après avoir écouté cet audio, vous me direz si l'élan qui était pris à l'époque par cette DGAE peut être continuel aujourd'hui qu'elle est infiltrée à son sommet. Par qui? Eh bien, par le colonel Ebnou Mesma, qui est un ripou, un flic ripou, et qui est à la solde et aux ordres du secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo. Bonjour mon frère. Il se passe des choses encore autour de l'IAB que je ne comprends plus. Je viens de me faire interroger pendant plus de 5 heures de temps à la direction des renseignements extérieurs à Yaoundé. En fait, pendant les obsèques de Camille Briand, un monsieur s'est présenté à moi qu'il est officier de police 3e grade. Il m'a montré sa carte qu'il travaille pour la DGRE. J'ai demandé alors pourquoi. Il dit que je suis appelé à me présenter à leur service vendredi matin pour répondre pour faire une déposition. Parce qu'ils sont en train de mener une enquête sérieuse dans laquelle je suis impliqué et il faut que je me présente à leur service. Il est en déplacement à Douala pour m'amener à Yaoundé. J'ai demandé, mais si vous avez des bureaux à Douala, je peux répondre là-bas. Il dit non, je suis venu pour vous, monsieur. J'ai dit alors qu'est-ce que je fais? Je suis dans l'organisation des obsèques de Camille Briand, on l'enterre samedi. Si vous voulez, suivez-moi durant tout le trajet. Il me dit non, je suis obligé de le suivre jeudi là. Je dis non, c'est pas possible. Du coup, j'ai appelé le colonel Bankui, sciences tenantes. Il m'a dit, ok, il va appeler leur service pour savoir de quoi il est question. Moi-même, je ne savais pas pourquoi il venait me voir. C'est là où je lui ai dit que j'ai appelé Néné colonel, il va me rappeler. Il monte dans ma voiture carrément, on tourne, on bouge. Le colonel Bankui m'appelle, dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec l'affaire de l'IEB Limal? J'ai dit, moi-même, je me pose la même question. Il dit, il paraît que c'est l'histoire de l'IEB Limal. Toi, tu serais cité dans des plaintes collectives là et il y a une enquête spéciale qui a été instruite par le chef de l'État suite aux plaintes de nombreux Camerounais qui sont plaints et que ça risque de provoquer un soulèvement, mais que je ne suis pas la personne particulièrement incriminée, mais que je suis cité comme co-acteur dans la tromperie des Camerounais et que je dois répondre. Il m'a dit, ok, on va appeler le gars et je dois terminer ce que je fais et je viens à Yaoundé ce matin. Donc je dois me présenter à 7 heures ce matin. C'est pourquoi hier soir j'ai pris la route. Et hier je n'ai pas pu te joindre. On m'a posé tellement de questions et tout ça. Je leur ai expliqué tout ce que j'ai fait. Et ils ont même les vidéos de tes passages sur Jambo. Et ils ont des images des séminaires que tu as organisés. Ils savent tout ce qu'on a fait. Je dis, moi, si quelqu'un vous a dit que je l'ai amené dans l'IEB Limal, qu'il se présente, ou quelqu'un dit que j'ai pris son argent pour aller mettre dans l'IEB Limal, que la personne se présente. Je suis prêt à rembourser rubis sur ongle, si une seule personne vous dit. Et les gens qui se plaignent, je leur ai rappelé que la plupart des gens, je ne connais même pas ces gens. Les noms, ils n'ont pas voulu me dire des gens qui se plaignent. Ils m'ont dit c'est une plainte, une coaction judiciaire qui a été engagée. Je dis, tous ces gens qui se plaignent, ceux qui ont cité mon nom, donnez-moi un seul qui peut vous dire que moi, je suis directement impliqué ou que je l'ai un jour invité à faire un investissement. Et je leur ai rappelé que tous ces gens qui peuvent se plaindre, je les ai trouvés déjà dans l'IEB Limal. Je ne suis qu'un homme des médias. Et l'IEB Limal est venu sur ma plateforme comme il pouvait aller dans n'importe quelle plateforme communiquer. Ce qu'il faut savoir, mon frère, c'est qu'il faut faire très attention à tes déplacements maintenant parce que les gars qui sont en train d'enquêter sur le dossier, ça semble être une affaire sérieuse. Ils m'ont dit que si je crois dire des choses pour te protéger, que je sache qu'ils vont te ramener au Cameroun par tous les moyens, qu'ils savent partout où tu es, que chaque mouvement que tu fais, ils savent au courant, et que tu as intérêt à revenir au Cameroun de toi-même, sinon tu risques très gros. Ils m'ont parlé, ils me disent, c'est même presque des menaces. Ils disent qu'ils vont aller te cueillir là où tu es et que tu auras même la chance de tomber entre leurs mains. Parce qu'il paraît qu'il y a un commando qui est carrément chargé de t'éliminer. Donc fais très attention, mon frère, là où tu es. Apparemment, ils disent que si tu tombes entre leurs mains, tu as la chance de revenir au Cameroun. Mais que si c'est une autre bande qui est la première sur toi, tu n'as aucune chance. Donc cette affaire m'a effrayé tellement,
Depuis là, je ne dors pas depuis jeudi, je t'assure. Depuis jeudi. Alors, vous avez écouté. Donc, il y a une action ou plusieurs actions qui étaient entreprises contre Émile Parfait-Sim. En tout cas, au niveau de la DGE, vous pensez que ces actions vont continuer maintenant que son très cher ami et membre du même groupe, là, la Pieuvre, Mesma et Lundu, est devenu le numéro 2 de ces services? Je ne crois pas. Donc, en clair, vous comprenez qu'aujourd'hui, si on était dans une mafia plus, nous sommes dans une mafia plus, là, aujourd'hui. C'est-à-dire que ces services-là, aujourd'hui, sont à la disposition de Ferdinand Ngongo qui fait ce qu'il veut. Bon, heureusement que ne vous méprenez pas sur le vieux. Hein. Ah oui, c'est quelqu'un de très retors et de très vicieux. Je crois que tout ce que je dis là, il y a beaucoup d'informations dont il est au courant déjà et il saura se prémunir, si ce n'est pas déjà le cas. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut plutôt questionner la pertinence de ces accusations qui ont ciblé certaines personnes d'entrée du jeu, alors qu'elles ne reposaient sur rien. Et c'est à ce moment qu'on peut convoquer à nouveau, maintenant, le témoignage du père Jean-Jacques Olabébé, qui a été tué, je crois, 2 jours après, hein, ce passage à la télévision, dans lequel il affirmait clairement, on est à quelques jours simplement de la découverte du corps de Martinez, il affirmait clairement que il ne fallait pas regarder les personnes qui étaient montrées du doigt, il fallait regarder ailleurs. Et à mon avis, ces accusations n'étaient pas des accusations fantasmées. Quand on voit ce qui s'est passé par la suite, quand on a les savants qui sortent du chapeau et dont le rôle actif aujourd'hui n'est plus à questionner, quand on voit qu'il y a tout un lieutenant-colonel ici qui, dès qu'il a pointé la question de l'arrestation des patrons des 2 sociétés de téléphonie mobile, on lui a dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Il a été démis de ses fonctions, il a été viré. On voit que par la suite, le juge Sikati est le premier qui a mentionné le nom de Savon Martin. Donc avant Sikati, personne n'avait parlé de Savon Martin. Le premier qui mentionne le nom de Savon Martin, c'est Sikati. Le premier qui le convoque, c'est Sikati. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on commence à se rapprocher, comme ça s'est passé avec les téléphonies mobiles, eh bien, il est viré. Hein? Du jour au lendemain, on commence à entendre l'histoire, oui, il aurait perçu de l'argent, mais on constate quand même qu'il y a beaucoup de similitudes. Pourquoi chaque fois qu'on vient vers ce qui est normalement des éléments qu'on a, pourquoi toutes les fois qu'on vient vers ce qui doit nous conduire vers la piste réelle de ce truc-là, il y a quelqu'un qui est sacrifié. Donc le cas de Sikati, moi je pense qu'il faut se poser ces bonnes questions, et si on s'est posé ces bonnes questions, on sait déjà que de toutes les façons, doivent être appelés à comparaître dans ce procès Ferdinand Ngongo, Amougou Belinga et Koeko. Il est hors de question que ce soit que 2 personnes et pas, ou une personne et pas les autres. Et Koeko, en tant que patron des services, l'affaire a été commise par ses employés, ses collaborateurs, Amougou Belinga, parce qu'il avait manifesté l'intention de faire donner une petite collection à Martinez. Donc, au moins, à ce titre, il devrait être là à répondre de cette... Mais Ferdinand Ngongo, parce que Savon Martin, qui apparaît aujourd'hui comme appartenant au commando qui a tué Martinez Zogo, était en contact régulier avec Ferdinand Ngongo, tout comme Martinez Zogo. Il y a toute une pléthore d'informations documentées à ce sujet aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on y aille très vite. Toute chose qu'on peut raconter aujourd'hui qui n'aille pas dans ce sens-là, qui n'aille pas dans le sens de faire appeler ces gens-là, que plusieurs faits aujourd'hui incriminent, moi je pense que c'est une perte de temps pour les Camerounais. Donc il faut que le vieux nous dise pourquoi on continue à faire une parodie de justice alors que nous savons au jour d'aujourd'hui, s'il ne sait pas, moi je lui donne ces éléments. Et s'il a besoin d'autres éléments, je peux lui en donner toute une pléthore d'éléments. On finit cette affaire et on enchaîne sur la deuxième qui concerne cette fameuse clinique dont je vous ai parlé dans mes communications précédentes, où des enfants au préalable portés disparus, donc enlevés, se retrouvaient assassinés et puis prélevés de leurs organes. Clinique qui appartient à Émile Parfait-Sim, hein, d'après un aveu même de sa propre mère et d'autres personnes, d'autres sources, pour dire que son nom est revenu cette semaine, et pas cette semaine en fait, c'est plusieurs semaines en avant,
j'ai des audios, hein, je les sortirai, c'est-à-dire je voudrais qu'ils disent que non, c'est un menteur, il raconte des histoires, qu'il porte plainte et puis on sortira ces audios. Donc plusieurs semaines avant que je ne parle de la clinique, j'ai reçu un appel un jour de quelqu'un qui m'a dit qu'il était victime d'une arnaque qu'il m'a fait découvrir, une arnaque conçue au Cameroun, donc il vivait au Cameroun, et du jour au lendemain, il a reçu un appel d'une dame qu'il connaissait très bien, qui a grandi avec lui, et qui était du côté du Burkina Faso, et cette dame lui a dit que là-bas, il y avait une société française notamment, qui offrait un poste, et c'est un poste pour lequel on gagnait plutôt bien sa vie. On touchait entre 600 et 700 000 francs, et que s'il était intéressé, il avait juste un petit montant à payer pour bloquer sa place, et ensuite se déplacer du Cameroun vers Ouagadougou. Il a payé cet argent, et il a entrepris de faire le voyage pour Ouagadougou, et sauf qu'à son arrivée à Ouagadougou, il a fait un voyage par route. Il a eu la chance d'être conduit par un chauffeur de taxi burkinabé avec qui il a commencé à échanger, et il lui a dit, il lui a raconté un peu son périple, voilà, il venait là pour se chercher. Et donc, le burkinabé lui pose la question de savoir, t'es Camerounais? Il lui dit oui, et tu viens de chercher au Cameroun, au Burkina? En général, c'est l'inverse, non? Qu'est-ce qu'un Camerounais doit venir se débrouiller ici? Et il lui demande, mais c'est même quoi ton affaire pour laquelle tu viens? Et il lui explique que non, voilà, c'est un poste et tout, et tout de suite, il est interrompu par le chauffeur qui lui dit mon frère, ton histoire, ça sent pas du très bon parce que nous ici, il y a des choses qui ne sont pas bien qui se passent dans le pays et dont on entend parler. Je te propose de venir déjà passer la nuit chez moi, qu'on ait le temps d'élaborer une stratégie, d'y voir clair parce que il y a des choses bizarres qui se passent ici qu'on a déjà entendues et qui correspondent au scénario que tu nous décris. Et donc c'est grâce à ce chauffeur burkinabé qu'il a eu la vie sauve. Il a passé la nuit chez lui, ensuite ils ont monté un stratagème, il s'est rendu dans l'hôtel où il avait pris rendez-vous avec ces gens-là, qui étaient donc censés l'accueillir pour l'escorter, l'amener vers la société où il devait rejoindre son poste. Sauf qu'en réalité, c'est qui? C'était une bande de criminels, et c'est un réseau qui est organisé, donc ils font ça aux gens, vous arrivez sur place, et en lieu et place du travail qu'on vous a promis, vous êtes enlevé par des gens, tués, vos organes sont prélevés. On a vu beaucoup d'histoires comme ça ces jours-ci. Moi, ça fait au moins 3 ou 4 semaines que ce jeune m'avait laissé ce témoignage. Et il m'a appelé. Pourquoi ce jeune? Il m'a appelé et je n'avais pas pris ça très au sérieux jusqu'à ce que l'histoire de la clinique arrive. Je n'ai pas pris ça trop au sérieux parce que, je vous explique, il m'a dit, je vous appelle maintenant parce que je vous ai entendu citer un nom dans votre direct dernièrement, vous parlez d'Émile Parfait-Sim, et je vous fais un témoignage de ce qui m'est arrivé. Donc il m'a raconté son histoire, il m'a dit, mais ce réseau-là, que j'ai rencontré et dont je suis l'un des rares rescapés, ce réseau, là j'ai entendu là-bas plusieurs fois le nom d'Émile Parfait-Sim comme étant l'un des commanditaires, mais qui était basé au Ghana et qui venait souvent au Burkina Faso et au Bénin. Donc c'est un réseau qui tourne entre le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana. Et donc, plusieurs fois, le nom d'Émile Parfait-Sim a été cité de la bouche des gens donc, qui étaient censés même assassiner et puis faire disparaître mon corps, n'eût été la vigilance et la très grande fraternité dont a fait preuve le chauffeur burkinabé qui m'a transporté dans sa voiture le premier jour. Donc, ce gars, il a réussi à rentrer au Cameroun, il est entré en relation avec les autorités camerounaises. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes pour découvrir tout ce réseau-là. Il m'a parlé, ce bonhomme. Donc ça, c'était à l'époque. Donc quand je mets ça maintenant en résonance avec l'histoire de la clinique, du trafic d'organes humains, et ce que ce bonhomme a dit sur le Burkina, je me rends compte qu'en réalité, on n'est pas que sur une affaire camerounaise des enfants qui disparaissent. Monsieur Sim est impliqué, mais jusqu'au cou, dans cette affaire de trafic d'organes, même là-bas au Burkina Faso, puisque son nom ressort. Et il ne ressort pas de ma volonté, il ressort d'un témoignage de quelqu'un qui a entendu parler de lui avant qu'on ne parle de trafic humain, de l'histoire de la clinique. Il y a plus de 4 semaines, j'ai des messages, je peux vous montrer tout ça. Avant qu'on en parle, il m'avait déjà dit, mais le monsieur dont vous parlez, son nom a été cité plusieurs fois par des gens qui étaient censés me tuer pour prélever des organes sur moi. J'ai échappé de justesse à ça.
Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur la similitude, c'est pas pour faire une fixation. Je vous ai dit, Simp, c'est un petit au service d'un système sataniste, au service de la pieuvre contrôlée par Ferdinand Ngongor et tous les gens que vous connaissez, que je cite. Je vous ai parlé du colonel Elundu, actuel numéro 2 des services secrets camerounais. Je vous ai parlé du lieutenant-colonel Bialo, de la gendarmerie du Cameroun. Je vous ai parlé du lieutenant, du colonel Bikele, Pierre, de la légion de gendarmerie de Douala, pour ne citer que cela, parce qu'il y en a plein d'autres dans la magistrature. Et parlant justement de cette magistrature, c'est bien de faire cette transition. J'ai été frappé cette semaine par quoi? Vous savez, quand je dis des choses ici, il y a plein de gens qui viennent dire oui, voilà, c'est de l'acharnement. Mais il n'y a pas d'acharnement, les gars. Moi, avant que Ferdinand Ngongor ne se mêle de vouloir me faire assassiner, j'avais jamais parlé de lui. Et pourquoi j'avais jamais parlé de lui? Parce que je vous ai dit, j'ai pas le même rapport à ces gens que vous autres. C'est des gens que j'ai connus, je les ai vus commencer leur carrière, j'ai vu comment ils ont fait leur petite toile pour arriver où ils sont. Donc ça ne sera jamais pareil, je les regarderai jamais avec le même regard que vous. Si ce type ne s'était pas mêlé de vouloir me faire assassiner, je ne parlerai jamais de lui. Pourquoi? Parce que je sais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est des mecs qui subissent une pression énorme, hein, qui sont giflés, qui sont parfois humiliés à longueur de journée, et c'est cette pression qu'ils reçoivent d'un échelon supérieur qu'ils viennent transmettre aux gens qui sont en bas, en dessous d'eux. Donc, franchement, c'était pas du tout ma tasse de thé, c'était pas ma cam me lever un matin pour dire ouais, il a fait telle chose, parce que je sais que la plupart du temps, ils agissent parce qu'ils reçoivent des ordres. Voilà. Et donc, c'est pas sur eux qu'il faut s'acharner. C'est pour ça que globalement, je dis que ce système doit libérer les Camerounais. Et les Camerounais doivent se libérer d'eux-mêmes, arrêter de faire de la complaisance. Donc, je voulais parler donc du ministre de la Justice, Laurent Esso. Esso, c'est E2SO, le nom. Parce que j'ai lu dans la presse un article que je vous fais partager là. Regardez, j'ai vu, c'est sorti hier ou avant-hier, dans lequel on dit, le journaliste dit que le ministre de la Justice du Cameroun a instruit au procureur Tamak Jean-Fils, qui est lui-même un proche de Samuel Eto'o, de tirer les oreilles à tout. Attendez, je vais retrouver ça. Il faut que je vous lise ça parce que voilà, c'est plus... voilà. Donc, les procureurs et les juges des tribunaux de Yaoundé ont été mis en garde par le garde des Sceaux au sujet de la défiance de Samuel Eto'o vis-à-vis de l'État du Cameroun. Donc, la réunion s'est tenue vendredi 5 avril 2024 à 14 h au parquet général de Yaoundé. Et un coup a été porté sur le réseau d'influence de l'ancienne star au sein de l'appareil judiciaire. Ça veut dire quoi déjà? Rien que ce premier paragraphe. Donc ça veut dire que le ministre de la Justice du Cameroun reconnaît que la justice camerounaise est mafieuse, que ce n'est pas un état de droit, qu'il y a des gens parmi ces procureurs, ces magistrats, en tout cas, qui étaient au service d'un individu. Et donc ces gens-là, tant qu'ils pouvaient créer des injustices au service de cet individu, il n'y avait pas de problème, mais c'est parce que cet individu maintenant est une menace pour l'État du Cameroun que ça devient un problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de cet aveu. Vous vous rendez compte de la gravité de cet aveu? Quand je vous racontais ici tous les malheurs que ces gens ont créés dans notre pays en faisant emprisonner injustement des gens. Bon, bref, je continue la lecture. Donc, l'article dit « En pleine polémique sur la désignation du staff technique des Lions indomptables du Cameroun et à la suite de la défiance de Samuel Eto'o vis-à-vis des instructions présidentielles, le ministre de la Justice, Laurent Esso, a tenu à faire passer un message sans équivoque aux juges et procureurs. Désigné pour porter le message, Jean Kléber Tamak Fils, le procureur général de Yaoundé, a rassemblé les magistrats avant de leur répercuter l'avertissement gouvernemental. Il dit ceci, on ouvre les guillemets,
la hiérarchie sait que Samuel Eto'o a des amis ici. Ils sont parmi vous. Elle me charge de vous dire, donc la hiérarchie, de lui passer le message de bien se tenir, sinon c'est encore à vous qu'il reviendra de rendre justice. Vous vous rendez compte de ça? Quand je dis tous les jours ici que le Cameroun n'est pas un état de droit, n'est plus un état de droit, les gens pensent que je suis un Hubert Lulu qui raconte sa vie. Vous entendez vous-même? Ça vient du garde des Sceaux du Cameroun. Donc il reconnaît implicitement qu'il a des procureurs, des magistrats qui sont des ripoux et qui ne rendent pas la justice au nom du peuple camerounais, qui rendent la justice au nom d'intérêts privés de gens. C'est dit, là, tout est dit. Donc, l'article qui continue en disant « Un acte de contrition pour Jean Kléber Tamak, fils, lui-même bras séculier de Samuel Eto'o au parquet de Yaoundé, c'est à lui qu'il revient de contrôler et de faire diligenter toutes les procédures qui concernent Samuel Eto'o dans les tribunaux, en concertation avec Maître Elamé Boni Privat, l'avocat et ami du président de la FECAFOOT, y compris les mandats de détention provisoire et les interdictions de sortir du pays décernées contre les cibles désignées par Samuel Eto'o. Vous vous rendez compte de la gravité? Donc ces gens-ci sont en train de nous dire et de reconnaître. Donc en fait, à qui est-ce que le ministre de la Justice passe charge de la mission d'aller prévenir des autres collègues que, bon, maintenant que c'est contre eux que Eto'o peut faire preuve de nuisance, il faut que ces derniers se tiennent à carreau, leur amitié ne doit plus jouer. Mais il fait passer le message par quelqu'un qui lui-même est un affidé de Samuel Eto'o. Parce que c'est lui, d'après ce qu'ils disent là, qui, donc quand on dit la tête d'un tel ne plaît pas à Samuel Eto'o, puisqu'il a dit lui-même qu'il a le bras long, de jour comme de nuit, et ben il prend son téléphone, il appelle un procureur, on prend un innocent, il est jeté en prison, du jour au lendemain, il est en détention provisoire, il ne peut plus sortir du territoire. Voilà la justice du Cameroun dont je vous parlais. En tout cas, moi, tout ce que je vous dis, vous verrez toujours les vérités. Il y a quelques mois, quand j'ai commencé à parler de Ferdinand Ngongo ici, je me rappelle que certains de ses supporters m'avaient passé des coups de fil. Oui, mais qu'est-ce que tu vois au SGPR et tout et tout. Ouais, c'est n'importe quoi que tu racontes. Est-ce que ça a tardé? Ça n'a pas tardé. Juste à ma suite, vous avez entendu les langues se délier. C'est chacun qui venait avec son histoire vécue sur ce monsieur. Et donc, le qualificatif de crapule, hein, de criminel dont je l'ai affublé, était un qualificatif qui ne souffrait d'aucune exagération. Les gens sont bien rendus compte d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau de la justice. Parce qu'à l'époque, quand je parlais de ce réseau de ripoux dans la justice, de magistrats corrompus et tout, les gens auraient pensé que bon, je suis dans l'exagération. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 de la justice au Cameroun, lui-même qui reconnaît que ça a toujours existé et que donc quand M. Palmer parlait, en fait, il n'était dans aucune exagération et que si lui, ministre de la Justice, voulait faire son travail, ben, il savait ce qu'il y avait à faire. On aurait déjà commencé par interpeller Émile Parfessim, qui nous a dit le 23 janvier que le crime de Martinez Zogo était une commande du palais. On aurait déjà pu l'entendre pour qu'il nous dise tout ce qu'il sait sur la question. Moi, on l'a jamais entendu. Donc, on comprend qu'en réalité, ces gens s'en foutent. Hein. Ils nous font un sacré doigt d'honneur en nous disant « Allez vous faire foutre, vous ces Camerounais, nous sommes là, on y reste. » De toute façon, ce n'est que par la force que vous pourrez nous dégager. Et donc, les Camerounais savent ce qu'il y a à faire désormais. Donc, je continue la lecture. Hein. Au cours de cette réunion, le procureur Tamak a été clair. La hiérarchie m'a dit de vous dire qu'il ne veut pas entendre que l'un de vous a impliqué dans les actes de défiance de l'État. Au tribunal de première instance de Yaoundé, Samuel Eto'o est comme à la maison. Ses désirs sont des ordres. Et pour cause, le président du TPI, Théophile Ntimba, est un de ses obligés, donc un des obligés de Samuel Eto'o, mais surtout un régulier bénéficiaire de ses largesses. La même chose qu'avec Émile Parfessim. Donc Théophile Ntimba, Bible à la main, écoutez ça. Donc Théophile Ntimba qui est qui? Qui est le président du TPI, du tribunal de première instance de Yaoundé, et Bible à la main était de la délégation de la FECAFOOT au Qatar pour la Coupe du Monde en 2002. Et il était aussi de la délégation en Côte d'Ivoire pour la CAN en 2024 aux frais de la FECAFOOT. Comprenez? Donc plus bas, on trouve d'autres juges d'instruction soumis,
C'est ce que l'article dit, à l'exemple de l'un d'entre eux, à la triste réputation, un certain Bernard Clovis, Tchoupsa, appelé le juge de la Gestapo, par des avocats parce qu'il ne s'encombre pas d'arguments juridiques pour exécuter les ordres qu'il reçoit de Samuel Eto'o, toujours accompagné d'espèces sonnantes et trébuchantes. Donc il dégaine des mandats de détention provisoire plus vite que Lucky Luke, c'est ce que l'article dit. C'est le chargé de mission du président du TPI. Donc c'est le chargé de mission de celui qui était au Qatar et qui était à Abidjan pour la Coupe d'Afrique des Nations aux frais de la FECAFOOT. Donc toute cette galaxie qui gravite dans le milieu judiciaire de Yaoundé dispose de son pendant à Douala. Voilà, donc ils ne sont pas qu'à Yaoundé, ils sont aussi à Douala. Les hommes changent, mais les missions demeurent les mêmes. En décidant de passer un message aux magistrats, le pouvoir de Yaoundé veut désosser Samuel Eto'o en lui ôtant l'un des leviers les plus importants de son influence au sein du système. Vous entendez ça? Donc, d'ailleurs, le ton des instructions du ministre de la Justice aux magistrats entre en droite ligne des propos du ministre des Sports, Narcisse Kombi-Mwele, qui disait déjà vendredi en soirée à Samuel Eto'o que toute la machine d'État était en marche. Voilà. J'ai voulu que vous entendiez ce truc-là. Parce que vous voyez, quand on parle, les gens pensent que nous parlons pour rien, ou que nous avons d'autres problèmes, ou que nous avons que des comptes personnels à régler. Ils ne se rendent pas compte de la mission de salubrité publique que nous avons décidé d'endosser en prenant des risques, bien entendu. Aujourd'hui, je sais que ma vie j'ai un contrat ou des milliers de contrats sur ma tête. Bien que ça n'aboutira à rien, ça je peux vous le dire. Vous pouvez être tranquille, je ne suis pas le type de mec qu'on tue. Je vais plutôt en buter, moi, ce qu'on enverra vers moi. Donc, mais n'empêche quand même que je prends des risques en vous disant tout ce que je vous dévoile ici tous les jours. Et je ne les dévoile pas pour rien. Je dévoile parce que je sais qu'il fera beau dans notre pays et il y aura une reddition des comptes. Il faudra à un moment donné que les uns et les autres viennent s'expliquer, qu'ils nous disent comment ils ont fait preuve de tant de zèle. Je dois reconnaître que la justice camerounaise, c'est un peu le parent pauvre du système. Parce que voulez-vous qu'un magistrat qui touche 200 000 de salaire soit quelqu'un qui rende la justice au nom du peuple camerounais? C'est juste pas possible. 200 000 de salaire, ça veut dire quoi? Il ne peut pas se payer même un week-end de vacances à Kribi avec sa famille. Il ne peut pas aller en station balnéaire. Alors un type comme ça, comment attendre de lui qu'il soit intègre? C'est difficile. Moi je pense que dès que les lendemains enchanteurs seront là, il faudrait qu'au minimum, un magistrat au Cameroun touche 700 000 francs CFA. Au minimum. Ça se fait dans d'autres pays africains, pourquoi pas chez nous? Qu'est-ce que l'autorité politique recherchait en mettant ce niveau de rémunération face à ce niveau de responsabilité? Peut-être ce système gangréné, parce que je le dis tout le temps, c'est-à-dire qu'il va falloir faire le procès du système au Cameroun et non le procès des individus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout est lié. Vous voyez un ministre, il n'y a pas de sécurité sociale. Ce type, il arrive à son bureau le matin, il y a une pléthore de gens qui attendent. Chacun a un problème social. On a enlevé l'enfant de l'école, il faut payer. L'oncle est malade au village, il n'y a pas d'argent, il faut payer. Le ministre gagne quel salaire pour pouvoir régler tous ces problèmes? Au bout d'un moment, il est obligé de se retourner, de taper dans la caisse. Donc en réalité, en faisant ça, en tapant dans la caisse, il fait une œuvre utile. Sauf que, dans l'orthodoxie de la gestion, son acte est un acte qui est condamnable. Mais si on doit analyser les choses dans le fond, ce type, en réalité, il vient juste combler un déficit d'État, un déficit de sécurité sociale que nous devons collectivement travailler à mettre en place. Vous comprenez? Un tout petit peu. Donc c'est pareil pour les juges. Même si j'ai pas trop envie de les dédouaner, parce que vous voyez ces gens-là, ça veut dire quoi ce qu'on vient de lire? Ça veut dire que ces gens-là, il y a plein de gens en prison aujourd'hui. Parce que bon, tel ne plaisait pas à un tel, il prend un téléphone, bon, coffre-le-moi, on fabrique un faux motif et tout, on vient, on l'arrête, on le jette en prison. S'il n'y a personne, il va peut-être mourir en prison, quand on connaît les conditions carcérales de notre pays. Et il sera mort pourquoi? Vous imaginez le niveau de karma que le Cameroun s'est fabriqué durant toutes ces années?
Tous ces gens victimes d'injustice, comment on va régler ça? Comment on va rééquilibrer la facture karmique de notre pays? Donc ces gens, je comprends que c'est dur la condition qui est la leur. Toucher 200 000 quand on est magistrat de la République. Je comprends qu'avec un tel salaire, eh ben, qu'on succombe aux sirènes de la corruption. Que quand quelqu'un vient vous proposer 100 000, donc la moitié de votre salaire, pour que vous rendiez un mauvais jugement, ben, vous allez vous empresser de le faire. Quand on vient vous proposer 50 000 pour que vous foutiez en prison un innocent, vous allez le faire, sans état d'âme. En réalité, quand je parle de république sataniste, je ne suis pas dans l'exagération. On a des gens aujourd'hui qui sont dépourvus d'humanité. C'est des gens dépourvus d'humanité qui conduisent les affaires publiques. Vous vous rendez compte? Les gens qui sont au service de la collectivité sont dépourvus d'humanité. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Ça ne peut rien donner de bon. Comprenez? Donc, toutes ces questions, c'est des questions qui doivent nous amener à réfléchir. On va faire un petit récap. On a parlé en premier de l'enquête sur la mort et du procès de Martinez Zogo. Il ne faut pas distraire les Camerounais. Aujourd'hui, nous savons, et parce que nous avons des éléments, et je crois que le président de la République aussi dispose de ces éléments, lui qui est le patron de la magistrature suprême, il dispose de ces éléments, sinon on ne dispose pas, on lui en donne là. Hein, je vous le dis là, cet enlèvement, assassinat de Martinez est en lien avec son secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'éléments qui étayent nos accusations. Ce ne sont pas juste des fantasmes ou parce qu'on a une rancune pour un tel ou pour un autre, non. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Moi, je ne fonctionne pas de cette manière et tout. Donc, cette affaire remonte à lui, l'affaire de Martinez Zogo. Il doit être cité à comparaître comme tous les autres, comme Bellinga qui a émis le vœu qu'il reçoive une correction. Donc, à ce titre, on peut s'interroger s'il a un rôle qu'il a joué. Donc, il doit comparaître comme Eko, qui est le patron des services secrets, d'où est issu le commando et qui a exécuté la charge. Voilà. Il est hors de question qu'à chaque fois qu'on va se rapprocher de la vérité, on coupe le fil. Hein? On a voulu savoir, cette enquête était pliée en moins de 2 semaines en 2023. Quand elle a commencé, elle était pliée en moins de 2 semaines parce que si on avait arrêté les patrons des sociétés téléphoniques, on aurait su qui leur a donné l'ordre. Et si on sait qui leur a donné l'ordre, on sait qui a commandité l'attentat, l'assassinat de Martinez. On a bloqué. Bim, un des enquêteurs a été viré, le lieutenant-colonel Haïssi, et d'ailleurs, pas seulement viré, mais aussi affecté, comme c'est le cas du juge Sukati aujourd'hui. Hein, dès qu'il a convoqué Savom, sur la base des faits qui sont prouvés et prouvables. Sur la base de ces faits, il convoque Savom, et puis qu'est-ce qui est fait? On le vire. Et il est viré et il est affecté aussi ailleurs. Qui fait tout ça, en réalité? Qui fait tout ça? Moi, je veux bien entendre, j'ai entendu les gens dire qu'il aurait touché l'argent pour libérer Amougou et tout. Moi, je le dis depuis un an. Je le dis depuis un an. Que la rapidité avec laquelle ces personnes ont été interpellées devrait être aussi la rapidité avec laquelle cette enquête devait être bâclée. À partir du moment où on les a interpellés aussi rapidement, et qu'on met du temps à nous sortir, à nous élucider, à nous sortir le fin mot de cette affaire, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de leur culpabilité. Ils ne sont simplement pas coupables. Sinon, pourquoi mettre du temps à nous démontrer leur culpabilité? Pourquoi depuis un an, on n'a rien entendu? Donc voilà, il y a ça, il y a le pauvre juge, parce que moi, sur la base des éléments que je détiens, je sais que Savom, la piste Savom ramène à Ferdinand Ngongo, tout comme le meurtre de Martinez Zogo ramène à Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République. Mais dès qu'on a aussi actionné ce levier-là, il a été débranché de l'enquête et puis affecté à Garoua. Donc, il faut regarder tout ça. Et puis, évidemment, il y a eu cette histoire de la clinique Simb, avec laquelle on a fait un lien vécu par un de nos frères camerounais, hein, qui me l'a raconté il y a quelque temps. Et enfin, l'aveu du ministre de la Justice du Cameroun, Laurent Esso, qui reconnaît lui-même que, voilà, il n'y a pas de justice, le Cameroun n'est pas un état de droit.
tous ces magistrats sont corrompus. Et bien que je l'ai dit à la fin, si on peut comprendre la situation, parce que je trouve qu'ils ont un traitement minable, quoi. Quand on voit un juge comme l'ami de Simba Douala, le juge municipaux qui aime les Berruti, c'est normal qu'avec 200 000 de salaire, quand Sim lui propose 500 000 pour fabriquer un faux mandat de recherche sur Palmer, ben, qu'il le fasse. Le sourire aux lèvres, c'est qui Palmer? C'est un mec, donc allez, on va le foutre en prison et puis on n'a rien à foutre de sa famille et tout le reste, quoi. Donc voilà, ce sont tous les thèmes qui étaient évoqués aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. C'était un peu long, mais je crois que ça méritait de l'être. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, mais avant de se quitter, on n'oublie pas notre mantra. Il fera beau au Cameroun. Hora. Il fera beau au Cameroun. Hora. Et c'est très bientôt.